on reste en Belgique. On reste dans la et tu vas nous parler, la psychiatrie. pour le coup, de l'actu chaude qui se passe chez nous en ce moment. Très chaude. Très chaude qui se passe environ toutes les 2 heures. J'imagine que tu as déjà eu des updates, le temps de l'inviter. J'ai renoté d'autres trucs du coup. Du coup, tu nous parles du procès des attentats de Bruxelles. Voilà. Des procès. Alors, par où commencer? Par le commencement. Alors, donc en gros, voilà, vous avez sûrement, même si vous n'avez pas trop suivi l'actualité, je pense que tout le monde a un peu entendu parler du procès pour les attentats de Bruxelles. Si vous êtes en Belgique, c'est sûr. Et voilà, et surtout de toutes les polémiques en fait qu'il y a autour et qui ralentissent le procès. Alors, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Il n'y a pas encore commencé encore. Si. Alors en fait, si justement, je vais essayer de vous faire la version courte, mais c'est quand même long. Alors, dans les grandes lignes, le procès, il a commencé le 5 décembre 2022. C'était supposé commencer le 10 octobre. Oui, justement. Ouais. En fait, il a déjà du retard, déjà pour plusieurs raisons. Donc, il devait commencer plus tôt, le 10 octobre, mais il y a eu le problème avec les box individuelles des accusés. Donc voilà, ils ont fait construire un plus grand box et tout. Et ensuite, il y a eu, donc le procès a débuté le 5 décembre. Il y a eu la lecture de l'acte d'accusation qui fait genre 467 pages, si je dis pas de bêtises. Tu l'as lu quand même. Bien sûr, pas du tout. Donc ouais, la lecture de l'acte d'accusation a pris 4 jours et demi déjà. Donc voilà. Et après, en fait, il y a eu les problèmes aussi de tous les jurés, parce que c'est un jury populaire, ce qui est différent aussi de la France par exemple, parce qu'en France, les procès d'assises, il n'y a pas de jury populaire normalement, si je ne dis pas de bêtises, mais là du coup il y en a un. Et les problèmes, en plus de ça qu'il y a, le premier problème qu'on a, c'est le soupçon de violence policière envers les accusés. C'est arrivé le 8 décembre, donc, et là, j'ai envie de me taper parce que je n'ai pas travaillé les noms des gens à voix haute. Ali El Haddad Assoufi, merci. Très bonne improvisation. En fait, il dit avoir été étranglé violemment par un policier puis avoir perdu connaissance. Donc l'audience est suspendue par la présidente qui fait venir une médecin légiste pour examiner le prévenu. La médecin légiste constate que ces blessures correspondent à sa version des faits. Et donc l'audience se poursuit, mais sans les accusés qui décident tous de quitter la salle après ça. Mais surtout, le problème majeur et qui continue de ralentir le procès et voir dans cette semaine et les derniers jours le procès n'avance pas du tout parce que c'est le seul sujet qui est abordé, c'est le problème des conditions de transfert des accusés. Alors, sachant que c'est un problème qu'il y a depuis le début du procès, dès le premier jour du procès, en fait, beaucoup d'accusés ont accusé donc, la Belgique de maltraitance. Donc, il faut garder en tête que c'est des accusés qui sont poursuivis pour assassinat dans un contexte terroriste et donc ils sont considérés comme des personnes dangereuses. Et donc, ça implique un degré de sécurité extrême pendant les transferts, depuis la prison jusqu'au palais de justice. Pardon. Ils accusaient la Belgique de quoi? Justement. Qui était violent. Ouais, c'est ce que justement. On y arrive. J'y arrive. Pas la réponse. Et donc on a appris justement via leurs témoignages. Donc il y a plusieurs choses. Déjà qu'ils sont masqués durant les transferts pour pas voir la route qu'ils prennent lors du trajet. On leur met de la musique forte dans les oreilles aussi pour les désorienter, toujours aussi pour éviter qu'ils connaissent le trajet qu'ils prennent. Voilà. Dans l'idée, c'est pour éviter les éventuelles tentatives d'évasion. Et ça, c'est uniquement pour les terroristes? C'est pour tous les accusés. Tous les accusés. C'est du procès. Non, tu me demandes en général. Ah non, là c'est vraiment parce que en fait c'est le niveau de justement c'est le degré de sécurité qui est nécessaire par rapport qui a été mis en place par rapport à ces accusés là. Et après, la deuxième partie, donc ça c'était la première partie pour les conditions de transfert, mais le truc principal et qui fait que maintenant les accusés refusent de sortir de leur cellule ou refusent carrément, ils ont enlevé leur mandat à certains de leurs avocats carrément, c'est les fouilles corporelles. En gros, tous les matins, ils subissent des fouilles à nu avec génuflexion. Parce que l'idée c'est qu'il faut vérifier s'ils n'ont pas des choses cachées sur leur personne. Puis encore une fois, ils sont jugés dangereux. Voilà, c'est ça. Et donc fouille à nu, voilà, au départ j'étais en mode, je me disais juste c'est pour vérifier qui est... Voilà. Sauf qu'en relisant un peu les articles, en fouillant un peu plus, il y a aussi fouille anale.
Donc, et c'est tous les jours. C'est ça en fait le truc. Et c'est ça. Et donc c'est tous les matins. Et il y a 6 des accusés qui attaquent l'État belge devant le tribunal civil de Bruxelles et demandent au juge d'enjoindre l'État à utiliser des méthodes de transfert dignes et respectueuses des droits humains. Et les avocats de certains accusés donc refusent que l'audience se poursuive tant que ce problème n'est pas résolu. Donc le 29 décembre dernier, le juge des référés de Bruxelles décide d'interdire les fouilles corporelles quotidiennes des accusés. L'idée, c'est qu'il interdit le fait que ce soit systématique. Ça, il n'interdit pas la fouille, il interdit le fait que ce soit tous les jours. Mais que ça dépend de la personne. C'est ça. Et en fait, il faut que ce soit motivé par quelque chose. Il faut qu'il y ait une motivation spécifique. C'est écrit quand même dans la loi. Salah Abdeslam, par exemple, Salah Abdeslam, il est jugé très dangereux parce qu'en 2018, il a fait une tentative de meurtre pour plusieurs policiers. Ouais. C'est comme ça qu'il justifie. Voilà. Et donc en fait, cas par cas. Sur la suite, j'avais le texte, mais c'est un peu voilà. Après, il y a beaucoup de jargon juridique, donc je vais vous épargner les détails parce que ça devient très complexe. Mais du coup, le 29 décembre, il y a cet arrêté. Mais quelques jours après, les accusés, ils continuent à se plaindre du fait que, en fait, ils sont fouillés à nu sans justification tous les jours, en fait. Et donc, ils disent, on a dit qu'on ne devait pas le faire, vous continuez à le faire. C'est pas logique. Les pratiques suivent pas le... C'est ça. Et après, du coup, la présidente de la cour d'assises, donc qui fait ce procès, donc c'est Laurence Massard, elle a demandé donc un peu à la police qu'est-ce qui se passe. Et la police a dit, mais alors c'est pas systématique, mais enfin, on le fait tous les jours. Pas parce qu'on veut le faire tous les jours, mais parce qu'il y a tous les jours une raison. Et elle est un peu en mode genre, d'accord, mais du coup, c'est quoi la raison? Parce que vous ne nous l'avez pas communiqué, en fait. Et donc, mercredi, donc hier, il y a une audition de Marc de Messmaker, le commissaire général de la police fédérale. J'ai lu des extraits de cette audition. C'est un peu lunaire parce que oui, enfin vraiment, donc la présidente faut garder, enfin depuis le début, la présidente de la cour d'assises, elle veut vraiment genre régler la situation, ça se voit qu'elle en a marre, elle veut avancer, elle est là genre ok, la police, qu'est-ce qui se passe, donnez-nous les informations, là, du coup, qu'on tranche et qu'on avance. On est presque à 3 mois de retard. Ouais. Ouais. Et le problème c'est que voilà, donc il a été auditionné. Mais il y avait vraiment une impression d'approximation. Elle lui a posé des questions, il ne savait pas trop répondre, il n'était pas vraiment préparé à certaines questions. Ou il a dit que tous les matins, il y avait les officiers de police qui faisaient des rapports justement sur chacun des prévenus pour motiver la fouille. Et du coup, la présidente a dit... Donnez-nous les rapports. Oui, d'accord, mais pourquoi nous on ne l'a pas eu? Et il a fait « Ah !» En gros, il a un peu fait du coup, on va vous le donner. Mais en gros, ils ont continué leur routine quotidienne sans prendre en compte. Parce que alors, la police a quand même fait donc parvenir ces rapports dans la nuit du mercredi de hier à aujourd'hui. Petite spécificité belge bien marrante, ils ont fait parvenir ces rapports en néerlandais. Sauf que le procès se fait en français. Du coup, il faut le traduire. Parce que, voilà, sauf que la présidente, elle en avait marre, parce qu'elle a dit on va pas passer une semaine à attendre une traduction. Du coup, ce qu'elle a fait faire, elle a fait venir 3 interprètes néerlandais pour qu'ils traduisent à l'oral, tour à tour, les rapports. Pendant le rapport d'analyse de risque de chaque détenu. Elle veut vraiment que ça se fasse. Hein. Ouais. À noter que celui de mardi, mardi dernier, le rapport n'existe pas. Il n'y en a pas eu, mais il y a eu fouille. Du coup, il y a cette idée de... Voilà, il y a certains des avocats de la défense qui se demandent si le commissaire général de la police qui a été auditionné n'aurait pas menti sous serment, justement, parce qu'il disait que c'est toujours motivé par quelque chose et qu'il y a un rapport à chaque fois, mais il n'y en a pas pour mardi, du coup. Et donc, il risque quelque chose, ces policiers Je sais pas, j'avoue que j'ai pas fait une recherche là-dessus, mais... adressé une plainte, les avocats ont adressé une plainte, et les policiers ont adressé un PV aussi, à leur tour, et une enquête est déclenchée. Il faudrait dire encore en parallèle que c'est une directive ministérielle. Donc, il y en a une en plus qui a été rajoutée. Ça impose, effectivement. Ça, je l'ai pas dit, mais en fait, le 29, il y a eu l'arrêté, l'arrêté judiciaire, et ensuite, il y a une directive ministérielle qui est venue s'ajouter par-dessus. C'est un millefeuille administratif et de paperasse sans nom. C'est pour ça que quand j'ai introduit ton sujet au tout début de l'émission,
situation, on ne peut plus belge, c'est ça, il y a des problèmes de millefeuille administratifs, comme on vient de parler, qui sont quand même récurrents dans tout ce qui touche à l'administration belge. Les problèmes linguistiques, ça m'a vraiment fait penser à ça. Mais, et on en est où du coup maintenant parce qu'on parlait des rebondissements d'aujourd'hui, il y a eu pas mal de nouveautés. Donc justement, je vais vous dire, parce que du coup, aujourd'hui, il y a eu donc la lecture de ce rapport, parce que voilà, il faut quand même garder en tête que le procès est arrêté juste pour gérer ça. Donc il y a un procès dans le procès. C'est un peu ça. Voilà. Mais la lecture du rapport, c'est aussi le procès ou c'est un autre? Non, c'est dans le... Oui, mais c'est pour faire avancer le procès parce qu'il faut que ce soit réglé. Et juste pour dire, parce que... moi, en lisant tout ça, en faisant mes recherches, je me disais, mince, vu de l'extérieur, ça peut donner l'impression qu'il y a un peu un excès de zèle, entre guillemets, de la part de la police. Quand on lit les rapports, on peut dire que c'est peut-être plus tempéré. Après, le truc, c'est que forcément, je n'ai que des extraits, j'ai pas eu accès au rapport, donc je ne sais pas. Mais par exemple, il y a eu, dans les rapports qui parlent donc, du 7 décembre, donc début du procès. Abrigny, donc je lis là, c'est une citation directe du rapport. Abrigny s'entretient avec 2 autres suspects en langue arabe. Il dit en arabe qu'il va causer des problèmes. 2 autres accusés identifiés comme étant Osama Krayem et Salah Abdeslam ont répondu que ce n'était pas le bon moment et qu'il fallait attendre la fin de la lecture de l'acte d'accusation et ils réagiraient alors simultanément. Donc il y a quand même cette idée d'une espèce de... Ils se mettent d'accord pour, entre guillemets, foutre la merde. Et ça a été démenti par les accusés? Non, ça n'a pas été démenti. Après, il y a eu aussi... Il y a notre invité qui s'en va. Merci encore d'être venu, Théodore. Merci beaucoup, c'était très bien. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Au revoir. Voilà. Et après, il y a aussi un des accusés, donc Krayem, qui attaque verbalement Abrigny parce qu'il parle trop français et pas assez arabe. Mais Abrigny répond qu'il y a un arabe présent avec la police et qu'il les comprend. Il rajoute aussi qu'il veut cacher un couteau. Ça c'est ce que le rapport dit, et que aussi ils auraient dit aux policiers, c'est pas comme ça qu'on traite les serviteurs d'Allah, et voilà. Donc ça c'est le rapport de police. Leur but c'est de faire traîner ce procès le plus longtemps possible. Et d'ailleurs dans le chat on nous dit, Hugo Rick nous dit, qu'est-ce qui va être terminé en premier? Le procès ou les travaux du palais de justice? Merci Hugo. Le palais de justice a un peu d'avance, mais franchement il y a match. Ça. Mais donc du coup quand on lit ça, on se dit que du coup il y a l'air d'avoir des motifs valables pour ces fouilles. Mais après il y a aussi à la lecture de ces rapports, ça dit aussi qu'ils sont tous très similaires, mais avec quelques détails qui sont différents. Mais il y a aussi des erreurs dans ces rapports. Par exemple, il y a un des prévenus qui est qualifié de récidiviste, alors qu'il a un casier judiciaire vierge, donc il n'est pas récidiviste. On y lit aussi que Salah Abdeslam a fait un voyage en Syrie, ce qui n'est pas vrai. Donc il y a des erreurs dedans. D'approximation, du coup, qui mettent en doute la légitimité des autres rapports. J'imagine que c'est ça qui va... Et du coup, ils ont raison, entre guillemets, de faire ça. Mais il y a les 9 questions pour dresser le profil de risque, par exemple, évasion, violence, il est outrageant, il a des actes de rébellion, il a été impliqué dans des actes de terrorisme, par exemple, et donc ils évaluent et ils trouvent quelque chose. Apparemment, il y aurait aussi eu il y a eu dans le rapport, il y a un autre truc qui dit que Salah Abdeslam, à un moment, a, entre guillemets, c'était entre guillemets genre pété un câble, et qu'il s'est énervé contre un policier et tout ça, et que le policier a mis lui-même dans son rapport qu'il craint pour sa propre sécurité. Donc il y a aussi ces choses-là où... Démêler le vrai du faux va prendre du temps, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, la défense des accusés c'est justificatif stéréotypé et erroné, et évoque la possibilité de déposer des conclusions dans les prochains jours. Et pire encore, en fait, ils ont aussi évoqué ouvertement le risque de mettre en péril la validité du procès en allant en cassation, en fait, à la fin du procès. Ça, c'était aujourd'hui. Et les prochaines échéances, on a une idée ou pas de... Non, alors le point positif, entre guillemets, c'est que malgré tout ça, aucun avocat n'a empêché ou n'a la suite... Enfin, le procès a repris son cours en fin de journée. Et les avocats des accusés, oui, bien sûr. Et voilà, ils ne sont pas opposés à la reprise du débat. Et la journée, en fait, a fini sur la diffusion de vidéos et de photos des attentats de Malbec. Donc, ça veut dire que le procès reprend son cours normal avec la parenthèse. Là, en fait, c'est-à-dire que
1000 feuilles, on a dit. 1000 C'est feuilles. en fait, c'est que ça, il y a eu la lecture des rapports. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les fouilles vont continuer à être systématiques ou pas? Et du coup, est-ce que les accusés vont finir par accepter cette situation ou pas? Parce qu'il y a 2 accusés, du coup, en réponse à ça, qui ont retiré leur mandat, leur avocat, mais la présidente les a redésignés d'office. Donc retirer le mandat, ça veut dire qu'ils voulaient changer d'avocat. Non, ils n'ont plus de défense en fait, plus d'avocat, plus de défense du tout. Ils se défendent eux-mêmes. Voilà. Non, justement pas aux assises. Délit, aux assises, la représentation est obligatoire. Et donc du coup, ils voulaient en fait un nouvel avocat commis d'office. Non, mais je pense que c'est une manière de protester en fait. D'accord, ok. Mais voilà. Et du coup, il y a eu pas mal de réactions par rapport à ça, aussi pour les parties civiles, parce que c'est très difficile pour les parties civiles, les victimes et tout ça, de devoir venir jusqu'au procès et de voir que rien n'avance, et surtout qu'on fait que parler des accusés et de leurs conditions de transfert, et pas du tout du procès et des attentats. Il y a certains qui ont posé des congés pour venir, donc du coup, ils viennent entre guillemets pour rien. Il y a aussi le problème du procès qui est suivi à l'international et tout ça, et qui au fur et à mesure commence à être de plus en plus raillé, du coup en raison des accros à répétition. Ah oui, parce que je me souviens que c'était présenté comme étant le grand procès belge de la décennie, voire même du début du siècle, etc. Et que ça a été, et que pour l'instant, en tout cas, on est nulle part. Il y a beaucoup de gens aussi qui comparent au procès des attentats de Paris, qui entre guillemets aurait dû être un peu un crash test où on pouvait voir comment ça pouvait se passer et tout ça. Et que ça s'est plutôt pas trop mal passé. Vu l'ampleur du truc, ça s'est plutôt mal passé. Voilà, et que du coup... Il n'y a pas eu des mois de retard. Non, il y en a un petit peu. Il y a eu des intermèdes au tribunal, mais rien de comparable à ça. Et du coup, beaucoup de gens disent mais mince, pourquoi ça avance pas? Pourquoi il y a autant de problèmes? Voilà. Donc là, pour l'instant... vous savez quoi, je vais réactualiser pour voir s'il n'y a pas de... Non, voilà. Et Ugoric nous disait dans le chat, effectivement aussi qu'il revenait là-dessus sur le fait que Paris s'était plutôt bien passé, alors qu'effectivement c'était le premier, et que là, à Bruxelles, il y avait des incros et que c'est bien dommage. On va falloir qu'on enchaîne. Un truc concernant les interprètes. En fait, c'est un procès où on implique néerlandais, anglais, arabe, finnois, et il est très difficile de trouver. Et les conditions au travail des interprètes, à un moment, ils n'ont pas de local de repos, il n'y a pas permutation, donc il y a toujours quelque chose qui freine. Et bien sûr, Laurence Massard. Donc bref, vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce procès et ça va être un truc à suivre. Mais le truc qui moi m'a le plus marqué, parce qu'on le voit à chaque fois dans les articles et tout ça, c'est vraiment le ras-le-bol de la présidente. Oui, elle a dit veut juste de sourire. Oui, voilà. Elle a dit des trucs où la situation est grave. Elle a demandé à la police de, je cite, faire son travail. Ouais, forcément. Donc, en tout cas, on reviendra dessus. C'est un truc qui va continuer à suivre. Merci Maxence de nous avoir fait un topo là-dessus. On sait que c'était pas évident. Merci d'avoir fait le taf pour nous et pour le chat. J'espère que ça n'a pas traumatisé du système judiciaire belge. La prochaine, du coup, ce sera moi maintenant que je suis rodée là. Maintenant je suis rodée, ça y est.